cette nouvelle enquête de terrain, je vais vous transporter une nouvelle fois au cœur d'un mystère. Une personne bien connue de tous, puisque Jimmy Guilleux nous l'avait fait découvrir dans une de ses vidéocassettes de la série des Portes du Futur. Le cas de Jean-Claude Pantel étant un cas unique au monde, je me devais de savoir et de connaître un peu plus toute cette vérité. Qu'était devenu Jean-Claude Pantel? Est-ce que ces entités se manifestaient toujours à lui? Et quelles étaient-elles finalement? Était-il tout simplement encore la proie de ces choses? Autant de questions qui étaient restées encore sans réponse jusqu'à maintenant. Car il fallait absolument que je sache si toute cette histoire était vraie. Les phénomènes paranormaux, qu'on appelle aussi phénomènes parapsychologiques, sont légion, et multiples bien sûr. Il y a les phénomènes PK. PK, c'est psychokinèse, l'influence de l'action de la pensée sur la matière, des déplacements d'objets, des apparitions d'objets, des dématérialisations, des rematérialisations. Tout ceci peut choquer, peut embarrasser les gens. Je ne parle pas des rationalistes ultra, qui ne nous intéressent pas. Ils ne sont pas dans la réalité. Il faut dire que, pourtant, ces phénomènes paranormaux font partie de notre réalité, tels que ces objets, tous ces objets qui se sont manifestés au cours du tournage de cette vidéocassette. Ils sont apparus sous nos yeux, pas devant la caméra malheureusement, mais avec une certaine logique. Par exemple, un matin, nous parlions de restaurant chinois. J'affectionne particulièrement cette cuisine, nous entendons un tintement, et il est tombé une pièce chinoise de 1987 sous nos yeux. Pièce chinoise, ça court pas tellement les rues, voyez-vous. Sachez que tout ceci qui vous paraît extraordinaire n'est rien comparé à ce que Jean-Claude Pantel, le héros, malgré lui, de cette cassette, lui a vécu. Réalisé sur la base de recherches approfondies et de témoignages.
En arrivant à Marseille, je décide de prendre contact avec des proches de Jean-Claude Pantel pour prendre connaissance un peu de son entourage personnel. Mon premier rendez-vous fut pris au sommet de la basilique de Notre-Dame, où un certain Raphaël m'y attendait pour une interview. Bonjour Raphaël, et tout d'abord nous sommes ici à Notre-Dame de la Garde, hein, c'est ça je crois, donc à Marseille, et donc tu m'as donné rendez-vous je dirais sur cette place ô combien importante du paysage marseillais pour nous parler je crois de Jean-Claude Pantel, c'est ça, dans le cadre de mes recherches à la base par pure curiosité sur l'ufologie. Je suis tombé sur une vidéo de Jimmy Guilleux qui parlait de Jean-Claude Pantel. Et suite à cela, j'ai fait des recherches sur Internet. Je suis tombé sur les messages qu'il reçoit. Je me suis plongé dans les lectures de ces messages. Et suite à cela, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ami à Jean-Claude qui est dans la région, Guillaume Pagano, qui m'a ensuite permis de rencontrer Jean-Claude Pantel et un de ses amis à lui, Jean Platania, qui lui aussi a étudié les messages que reçoit Jean-Claude Pantel. Donc, alors, je dirais, ma deuxième question est la suivante, Raphaël. Finalement, tu étais quelqu'un qui t'intéressait, je dirais, à l'ufologie, à les phénomènes paranormaux au tout démarrage. Et qu'est-ce qui t'a attiré, justement, d'aller justement vers les textes de Jean-Claude Pantel, justement? Non, j'avais un questionnement personnel depuis tout petit, savoir un petit peu comment tourne l'univers, comment fonctionne un peu la création. Donc, quand j'ai pressenti qu'il y avait quelque chose à gratter dans la vidéo de Jimmy Guilleux qui présentait Jean-Claude, je me suis penché sur les textes qui sont transmis à Jean-Claude. Donc Raphaël, qu'est-ce que cela finalement t'a apporté, je dirais, dans ces messages et donc dans ces écrits? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, Raphaël, dans tout ça? Déjà, ça a satisfait ma curiosité, puisque je cherchais un peu à comprendre comment fonctionne l'univers, et on s'aperçoit que dans ces messages, toute une cosmogonie est expliquée. On peut faire des liens évidemment avec les sciences modernes et tout particulièrement avec les écrits de Père Teilhard de Chardin qui travaillait beaucoup sur l'espèce humaine. Donc on peut dire vraiment de façon très large que les textes transmis à Jean-Claude sont une description de ce que vit notre espèce. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que Jean-Claude a donc reçu des messages et on peut se demander ce qu'il va en faire. Et en fait, Jean-Claude est un artiste et les messages qu'il a reçus l'ont inspiré dans l'écriture de ses chansons. Suite à cela, il a écrit, je crois, plus d'une centaine de chansons qu'il a regroupées dans un conte musical qu'il appelle Le Voyageur de l'Orage. Après ce bref échange, je décide de continuer ma petite enquête sur le cas Pantel. Je pris donc contact avec un autre de ses amis proches pour réaliser une interview par téléphone. Les premiers phénomènes qui ont commencé à se manifester à lui furent en 1967. Jean-Claude n'avait que 19 ans et travaillait à la sécurité sociale de Marseille. Spécialiste de la course à pied, il s'entraînait souvent avec ses amis sur un stade local. Un jour, ils ont été bombardés par des pierres. Ensuite, ce furent des pièces de monnaie, des tubes de néon, des lames de rasoir. Quand ils marchaient sur le trottoir, des plaques d'égout se soulevaient et les suivaient à 1 mètre de hauteur.
Des lampadaires explosaient. Puis les phénomènes finirent par se produire sur le lieu de son travail, perturbant les services, ce qui entraîna très vite à une mise en invalidité à vie. Parlant de cette période, Jean-Claude déclara : « Je l'ignorais à l'époque, mais ces premiers contacts allaient me conduire à une forme de pensée non humaine. » Jean-Claude Pantel avait subi tout au long de sa vie des manifestations paranormales plus ou moins extrêmes. J'imaginais à mon tour que ses amis de longue date avaient dû en subir tout autant à ses côtés. Ce dont ils allaient me faire part allait confirmer là encore cet étrange état de fait. Voilà, donc parmi les quelques dizaines de phénomènes auxquels j'ai assisté, qui sont relativement peu au regard d'autres personnages dans l'entourage de Jean-Claude, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, bien entendu, et notamment une soirée que j'ai vécue, qui restera ancrée de façon indélébile dans mon esprit, cette soirée du 4 octobre 1994, qui s'est déroulée à Auriol. Alors, à l'époque, donc, je participais à la correction du premier ouvrage de Jean-Claude Pantel, l'éditeur d'Espace-Temps. J'avais cette mission de corriger l'ouvrage au plan orthographique, syntaxique, grammatical, etc. Et donc, ce soir-là, nous allions confronter donc mes corrections avec les écrits de Jean-Claude, et je me déplaçais régulièrement chez lui pour justement faire le point sur ses corrections. Et ce soir-là, nous étions trois, donc Jean-Claude Pantel, Patrick Mazzarello, ami avocat de Jean-Claude, et moi-même. Donc nous avons partagé un repas assez rapide pour ensuite aller travailler dans le bureau de Jean-Claude. Et ce soir-là, nous avons assisté, alors je ne les ai pas tous gardés en tête parce que c'était énorme. J'avais comptabilisé ce soir-là 23 phénomènes paranormaux, en tout cas assimilés comme tels, qui avaient tous un lien entre eux. Alors ça ne nous a pas paru comme ça flagrant dès le départ, dans la soirée, mais a posteriori, le lendemain, lorsque on a appris que tous ces phénomènes avaient été concomitants à un événement dramatique qui était le massacre du Temple solaire en Suisse. Alors je ne sais plus le nombre de morts qui a eu cette nuit-là, mais il s'est avéré qu'on a reçu des apports d'objets, donc notamment, pas que, mais notamment ça. Et parmi ces apports d'objets, il y avait des pièces suisses. Alors je tiens à dire quand même que ces événements ont eu lieu entre 8h et 11h du soir. Et je crois que le massacre s'est déroulé dans la nuit, en fait. Voilà, donc on a reçu notamment des pièces suisses, comme je le disais. On a reçu des objets où on a assisté à des phénomènes qui étaient tous en lien avec le feu. Voilà, je crois savoir que les corps avaient été calcinés. Et puis d'autres pièces comme ça, alors qui nous ont plus ou moins ensuite rappelé ce qui s'est passé ce soir-là. Patrick Mazzarello doit avoir regardé, je crois, la liste des phénomènes de ce soir-là, mais voilà, on avait entre autres reçu aussi le livre Le Phénomène Humain, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'ordre du Temple solaire, mais on avait reçu également celui-là, Le Phénomène Humain de Pierre Teilhard de Chardin, voilà. Et bien d'autres, des rochers notamment, un rocher qui nous est arrivé sur une chaise, ça a été le tout premier phénomène de la soirée, si je me souviens bien, juste avant le repas. Voilà, et puis bon, quelques autres comme ça. Mais cette soirée nous a marqué aussi par le fait qu'elle nous a littéralement pompé l'énergie. On est ressorti à 11h du soir, 11h30, je ne sais plus trop, complètement vidé par cette succession de phénomènes. Voilà, et donc bien sûr, le 4 octobre 1994 restera à jamais gravé, aussi bien dans l'esprit de Patrick Mazzarello que de Jean-Claude encore aujourd'hui, en dépit du fait qu'il ait connu des milliers de phénomènes de son côté, et bien sûr chez moi. Il y a 274 habitants à Chéry. Des habitants qui auraient aimé se souvenir de cette soirée telle qu'elle a commencé. Dans la joie, ont fêté la réouverture du restaurant.
Mais peu après minuit, tout va se précipiter. D'abord, on entend des coups de feu. À 1500 mètres de là, ça vient de la ferme La Rochette. Quelques minutes plus tard, on voit des flammes. Tout le rural brûle. Les pompiers, à vrai dire, ne sont pas très inquiets car aucun sauveteur, aucun témoin ne peut savoir qu'il y a là, sous les décombres, 23 corps. C'est d'abord le cadavre du propriétaire que l'on découvre. Quelques heures plus tard, dans une cave dont la porte est soigneusement cachée en faisant en quelque sorte des vérifications de routine, ce sont 22 autres cadavres que l'on va trouver, un témoin raconte. Il y avait des femmes, il y avait des hommes de 20 à 80 ans, je pense, dans cet ordre d'âge à peu près. Et on dit que certaines avaient le visage recouvert de sacs en plastique. Recouvert de sacs en plastique, oui, certaines d'étoffes. 23 corps au total, tous, dit la police, couchés sur le dos ou sur le ventre, vêtus de capes blanches, rouges. Certaines des femmes portaient une robe de fête. Dans ce macabre local qui devait servir de chapelle, on trouvera un autel, un calice, des documents intitulés La Croix et la Rose. Les victimes, disent enfin les policiers, sont en majorité des jeunes voix. Il y a aussi des Canadiens et quelques Français. 3 heures plus tard, à 160 km de Chéry, dans le hameau des Granges, en Valais, c'est un nouveau massacre qui est en train de se perpétrer dans la nuit. Nous sommes au-dessus de Salvan. 3 chalets vont prendre feu presque simultanément d'une manière identique, criminelle. Il y a d'abord celui-ci, 10 morts, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Un deuxième chalet avec d'autres corps et toujours les mêmes constatations des policiers. Certaines des victimes ont été assassinées, mais en ce qui concerne les autres, il n'y a pas de signe de violence, il n'y a pas de signe de lutte. Enfin, il y a ceci. Un 3e chalet avec, regardez bien, une caméra cachée dans un abri d'oiseaux. Et ce mot, mystérieux sur le portail, de retour jeudi 6 octobre, c'est-à-dire demain. Plus curieux encore, l'un des chalets est piégé diaboliquement, un système de mise à feu, un détonateur, des bouteilles de gaz, comme à Chéry, comme si, oui, dans la nuit, on avait voulu faire disparaître toute trace de ces 2 massacres, celui de la Broye et celui de Salvan. Le lien entre les 2 affaires ne fait aucun doute. Il reste qu'à Salvan, le président de la commune, lui, se posait quelques questions. Bon, il y a quelques temps déjà qu'on a vu un certain va-et-vient autour de ces chalets. J'en avais d'ailleurs parlé à la police lors d'une de nos rencontres il y a une quinzaine de jours. Et j'avais fait part de mon souci de voir ce va-et-vient, ces voitures de Genève, ces grosses voitures, ces voitures avec des plaques de location. Et puis, bon, j'étais un petit peu préoccupé par tout ce va-et-vient. Je pensais plutôt à la drogue. Ce soir, on ne peut hélas parler que de bilan provisoire. On pense qu'il doit y avoir d'autres corps dans l'un des chalets qui a brûlé, celui-là même qui est piégé. Salvan, le Valais, Fribourg, la Broye. C'est malheureusement sur la Suisse que ce soir, les caméras du monde entier se sont braquées. Et donc parmi les phénomènes précités, les 23 phénomènes comptabilisés ce soir-là, il y en a un qui m'avait particulièrement marqué parce qu'il avait été accompagné d'une remarque que j'avais formulée de façon plus ou moins consciente, paraît-il, d'après Jean-Claude. On avait reçu une petite bougie allumée qui tenait sur le chambranle d'une porte, la porte d'entrée en l'occurrence, la porte du hall, si je me souviens bien, et cette bougie allumée était en train elle était presque consumée, hein, et elle s'est vite consumée complètement sous nos yeux, et c'est là que j'ai dit la vie n'est jamais d'autant plus présente que lorsqu'elle s'en va. Et bien entendu, c'était en lien peut-être avec ce massacre dont nous ignorions bien entendu le déroulement au instant. Oui, je me souviens d'une autre anecdote aussi qui était certainement dans ces années-là, peut-être un petit peu plus tard, vers 95-96. Nous avions déjeuné dans un restaurant, Patrick Mazzarello, Jean-Claude et d'autres personnes d'ailleurs, et moi-même, dans un restaurant du centre-ville de Marseille, assez proche du cabinet d'avocats de la rue Paradis de Patrick Mazzarello. Et après ce déjeuner, nous sommes rendus donc dans le cabinet. Hein. Nous avons monté, alors c'est un immeuble très ancien, avec une cage d'escalier très étroite à l'ancienne, hein, voilà. Et donc, si je me souviens bien, Patrick devait exercer son métier, me semble-t-il, au 2e ou 3e étage, je n'ai plus trop de souvenance là-dessus.
Nous sommes montés en file indienne, donc je crois qu'il y avait d'abord Patrick, puis Jean-Claude, puis moi. Les autres amis nous avaient laissés à la sortie du restaurant. Et j'avais encore un peu de temps devant moi avant de reprendre mon travail. Je vais passer encore un petit moment avec vous dans le cabinet d'avocat. Et donc nous montons les escaliers. Je suis formellement le dernier, ça je pense ne pas me tromper là-dessus. J'ai un souvenir tout à fait clair et précis. Nous pénétrons dans le cabinet d'avocat. Nous sommes là à discuter pendant une bonne demi-heure. Patrick ensuite nous invite à partir parce qu'il va devoir aller plaider dans une affaire, je ne sais plus dans quel endroit, si c'est sur Aix-en-Provence. Et donc il a besoin de sa robe avant de partir. Et là, la robe n'est plus sur la patère. Donc là, Patrick se met un petit peu en colère, prend un témoin, engueule vertement Jean-Claude parce qu'il sait que forcément c'est dans son univers que réside la cause de cette disparition. Et donc la robe d'avocat étant absente, là on était vraiment impuissants, on ne savait pas quoi faire, mais là Patrick ne pouvait pas aller bosser. Et donc le temps tourne et à ce moment-là je dis bon je dois moi aussi partir travailler et je les laisse tous les deux en découdre un petit peu par rapport à cette disparition. Et je descends, je sors de l'appartement, je redescends et là entre le premier et le deuxième étage, dans la cage d'escalier, en plein milieu de l'escalier, il y avait la robe d'avocat, voilà, que j'ai empressé de récupérer et de remonter pour rassurer Patrick. Voilà, donc là, la fraude était impossible, puisque, à moins que je sois moi-même complice, je vois pas comment elle aurait pu être apportée par Jean-Claude, qui n'était pas sorti, je le précise, pendant la demi-heure pendant laquelle nous sommes restés ensemble. Jean-Claude n'est pas sorti de l'appartement. Voilà, donc je parlais de restaurant concernant l'anecdote précédente, le phénomène précédent. Oui, effectivement, on a eu pas mal de phénomènes qui se sont déroulés dans un restaurant du centre-ville, toujours le même, je ne vais pas le citer par discrétion, un restaurant du centre-ville dont les phénomènes ont pu être vérifiés, et je pense qu'on peut aussi aujourd'hui encore enquêter auprès de la propriétaire, puisqu'elle est encore en activité, et elle me demande régulièrement des nouvelles de Jean-Claude, puisqu'elle a souvenir de toutes ces anecdotes, de tous ces phénomènes qui se sont déroulés dans son restaurant, et de s'il y en a eu. Ce jour-là, nous étions en terrasse, nous mangions à l'extérieur, nous étions 6 ou 7, on était assez nombreux. Jean-Claude était en face de moi, bien entendu. Patrick était à la gauche de Jean-Claude. Et à ma droite, j'avais un monsieur, c'était un négociant en veine, en l'occurrence, dont j'ai conservé le nom parce que nous l'avons ensuite côtoyé un petit peu. Ce monsieur était venu parce qu'il connaissait Jean-Claude, parce qu'il fréquentait la famille de Jean-Claude Pantel, mais n'était pas du tout au courant des phénomènes de l'histoire de Pantel. Voilà, il est venu comme ça, sans aucun a priori. Il est venu parce qu'il avait, je crois, vendu du vin le matin même à la famille de Jean-Claude. Et ce jour-là, donc, nous sommes attablés. À un moment donné, je crois que c'est plutôt en fin de repas, un bruit énorme se produit. Et aucun apport d'objet véritable, donc nous sommes tous regardés, qu'est-ce qui se passe, d'où sort ce bruit, et puis en fait c'était sous la table, c'était un objet, c'était donc en l'occurrence d'après l'appellation donnée par Jean-Claude et Patrick Mazzarino, une espèce de magnum contenant, donc une bouteille d'alcool contenant pas d'alcool, je ne sais lequel, qui nous est arrivé, qui s'est cassé en une dizaine de morceaux, avec un bruit énorme, qui semble-t-il a traversé la table, d'après le bruit. Alors c'est pas tant le phénomène lui-même qui m'a fait le conserver en mémoire, c'est surtout les suites, puisque le pauvre négociant en vin qui était à nos côtés s'est un peu effrayé, qu'est-ce qui se passe, et là on n'a pas osé le lui dire, hein. Aucun de nous osait lui dire la vérité. J'ai dit écoutez, c'est simplement un objet qui a dû tomber depuis la table. Et l'ami me dit mais cet objet n'était pas sur la table auparavant, je peux le garantir. J'ai dit vous avez mal vu certainement. Voilà, je sais pas, on n'a pas vraiment voulu lui avouer la vérité, jusqu'au moment où Jean-Claude ou Patrick Mazzarello en face de moi, un peu excédé par tout ça, le regarde droit dans les yeux et lui dit à ce monsieur écoutez, moi, vous savez, moi, les phénomènes paranormaux, ça ne m'intéresse pas, alors on n'en parle plus. Et là, le gars a compris que ce qui se passait réellement, et donc il s'est levé, il est parti en courant. Il est parti en courant tout en
marmonnant, en disant plus de questions, je mange avec vous, etc. Et à ce moment-là, je me suis levé, et je l'ai récupéré à une vingtaine de mètres de là en lui disant non, venez, vous ne risquez rien, tout va bien. Et nous l'avons rassis et Jean-Claude lui a fait quelques allusions sur son vécu, contraint et forcé, on va dire. Voilà. Et ce monsieur ensuite a accepté la chose. Je me souviens de cette soirée assez extraordinaire que j'avais passée en compagnie de Jean-Claude Pantel, où il m'avait invité à manger et à dormir chez lui à Auriol, où il s'est passé pas mal de phénomènes donc paranormaux. Je me souviens notamment d'une statue de Calliope, qui est une nymphe grecque qui était très lourde en bronze, qui avait été dématérialisée et rematérialisée dans un vestibule. Donc on était, moi j'étais assez apeuré, je me rappelle, donc on avait été obligé d'aller la chercher et la soulever, la remettre au-dessus de la cheminée, donc d'où elle était partie. On avait parlé aussi de Prométhée, le titan là, de la mythologie grecque, qui avait apporté le feu parmi l'humanité. Et donc à ce moment-là, il était tombé une cassette vidéo de Backdraft, le film américain qui parle justement de cet élément, donc à travers des incendies. Je me rappelle aussi qu'à un moment donné, j'ai désiré manger du pain, Jean-Claude n'ayant pas acheté de pain, donc on n'en avait pas. À un moment donné, je le vois sourire, et puis il regardait la gueule de Pollux, son chien, et dans sa gueule se trouvait une miche énorme de pain. Donc il a retiré de ses crocs, puis on a mangé le pain, donc on a partagé le pain. Bon, c'est des choses, je le raconte un peu de manière anecdotique, mais c'était tellement banal, ça arrivait tout le temps pour Jean-Claude, donc ça a duré toute la soirée. À un moment donné, il m'a dit, ça sent la cire, donc en effet, 5 secondes après, je sens une forte odeur de cire. Et puis je regarde sur la table, mais devant moi, je l'avais même pas vu, il y avait un énorme cierge de cathédrale qui était en train de se consumer, mais qui contenait de la cire en fusion comme si elle... Et puis elle s'est dématérialisée, elle est repartie comme si de rien n'était. Ça a duré comme ça toute la soirée, quoi. Voilà. Sauf la nuit, ils nous ont laissé dormir, mais ça avait été assez agité quand même ce soir-là. Un autre soir, on était en compagnie de Lucette, c'était sa femme, Jean Platania, il y avait Jean-Claude. Et on devait, en compagnie de mes parents aussi, aller manger au restaurant à Aix-en-Provence. Et juste au moment de partir, je précise que Jean-Claude Pantel était assis en face de nous, donc on le voyait. Par terre, il y avait un ancien canon, un canon Corsair, qui était un vrai canon et qui datait du 18e au 17e siècle. Et à ce moment-là, il a craché, au moment où on partait, il a vraiment craché un boulet de canon qui est parti à une vitesse phénoménale, qui a roulé sur le carrelage, qui a eu carrément parti contre une plainte du mur d'en face, mais il aurait dû exploser la plainte, mais la plainte n'avait pas une rayure, quoi. Et on a pris le boulet dans notre main, il était brûlant en fait, on pouvait même pas le prendre dans notre main. La personne qui l'a pris dans la main, je crois que c'était ma mère, et elle l'a relâché tout de go, quoi, parce que tu pouvais pas le toucher. Quand on est parti bien sûr au restaurant Aix-en-Provence, il s'est passé, ça a été toute la soirée comme ça, quoi. Jean-Claude Pantel demande à la serveuse l'appart, il me souvient qu'il nous est tombé un jeu de cartes, tu sais, pour jouer au poker ou à la belote, hein. C'était pas la carte qu'on voulait. Donc toute la soirée, il a fallu récupérer la chemise de Jean-Claude Pantel qui se retrouvait à tous les bouts du restaurant. Donc à chaque fois, il se retrouvait torse nu.
Donc bon, ça a impressionné pas mal les gens qui nous prenaient quand même pour des sacrés zigotos, les clients, et je pense qu'ils étaient un peu sidérés de la scène. Bon, la table montait, descendait, elle grandissait aussi de 30, 40, 50 cm. Elle se retrouvait au niveau de notre menton, puis elle redescendait. Voilà, ça a été ça. Je me rappelle d'une dame qui nous regardait et qui souriait. Je pense que c'était pas... Enfin, ça faisait partie de ces êtres semi-géométrisés qui se mêlent parmi nous et qui récupèrent les émotions, hein, puisque quand ils déclenchent ces phénomènes, c'est pour récupérer de l'énergie derrière. Derrière, c'est jamais gratuit. Hein. Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Saclier et j'ai été témoin de certains phénomènes chez Jean-Claude Pantel. J'y allais régulièrement pour étudier ces textes et donnés par les semi-géométrisés. Et il se trouve que ce jour-là, il y a eu des appels des semi-géométrisés concernant l'arrivée d'un tigre. Et entre-temps, j'arrive donc chez Jean-Claude, on me regardait un peu de travers, et en fait, j'avais un t-shirt avec un tigre imprégné. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, le tigre, c'était moi. J'apprends d'abord qu'il y avait eu des appels concernant l'arrivée d'un tigre, et donc le tigre, c'était moi. Alors, mon ressenti sur cette journée pour hier, c'est l'intervention de ces semi-géométrisés, apparemment d'un autre espace, qui lâche pas Jean-Claude Pantel, parce qu'à chaque fois, il y avait plein de phénomènes qui arrivaient, donc des billes qui tombaient, des billes je crois de fer, oui. Enfin, plein de bruit, des fois on ne trouvait pas les objets, donc c'était en continu. Et on essaie quand même de réfléchir à tout ça, et on se dit que ces êtres-là, qui viennent d'une autre dimension, apparemment sont attachés à Jean-Claude, font partie de sa vie, et nous imprègnent aussi par son contact. Dès qu'on contacte Jean-Claude, on est imprégné par ces phénomènes aussi. Hier et qui a disparu. Avant-hier et qui a disparu. Et ce matin, un soi-disant Patrick a appelé en disant qu'elle allait apparaître dans un bloc de glace. Et voilà que le bloc de glace est arrivé avec la pipe dedans. Mais ta pipe, tu m'avais dit tu l'avais posée sur une table. Eh ben, je l'avais posée moi sur la table, et Jean-Claude, quand on est en train de manger, il l'a vu dans ma poche, il s'en allait. Eh ben, elle semblait glisser à l'extérieur de la poche de Bernard. Et comme j'ai vu qu'il regardait en même temps la poche, je pensais qu'il avait vu. Et à ce moment-là, elle a disparu, elle est sortie de mon champ de vision. C'est comme si elle se dématérialisait, je l'ai plus vue. Par contre, il avait le paquet de tabac qui était là. Oui, bah tu vois, elle est en morceaux ta pipe. Il manque le bout. J'ai entendu fraf. Tu comprends, comme si ça... D'accord. Pas comme si ça avait traversé une partie du feuillage, mais pas la totalité du feuillage, ou c'est tombé droit, si tu veux. Dans tous les cas de figure, c'est tombé droit. On a trouvé un premier bloc par ici, c'était le morceau avec le tout petit bout, l'embout de la pipe, celui qui est dans la bouche. Oui. Et l'autre morceau, on l'a retrouvé plus loin par là, parce que c'est tombé par là, avec d'autres morceaux de glace. Oui, le bout est à l'intérieur. Le bout est là. Regarde-le, le bout, là, on le voit qui arrive. Voilà. Oh, ça sent le tabac, hein. Ils t'ont cassé la pipe, Bernard. Eh oui, non, faut pas qu'il... C'est sérieux, une communication loufoque. Non, pardon. Allô? Oui, non, c'est loufoque. Une fausse communication, une semi-communication. Oui. Oui. Oui, on a bien reçu, merci. C'est Jean-Philippe, oui.
Bon, oui, quand même, oui. on les a foutus. Oui. Jean-Philippe Non, dommage, continue. Allô? Oui. Non, D'accord. à mon avis, Bah, ben, merci, on a reçu, oui, c'est bien tombé, comme ça je vais leur donner avant de partir les écrits de Virginie, ça va. Merci. D'accord, allez, je te rappelle moi. C'est Jean-Philippe Chauveau là. Ah, c'est pas vrai. Ben non, parce qu'il est sorti de la fontaine. Vous allez vous faire engueuler, tu vas casser ma pipe. Oui, allô? Allô? Bon, je vous passe Jean-Claude. Allô? Oui, elle vient d'arriver, oui. Tu vois, il ne me parle pas, moi, il n'y a rien à faire. Non, elle est cassée, oui. Non, mais... Oui. Elle se recolle. C'est le Patrick. J'en sais rien, moi, je ne sais pas si elle se recolle. Il faut attendre que ça fonde maintenant. Donc on devrait avoir la baguette magique de Jean-Luc. Ah bah je viens la baguette magique. Elle va arriver, elle va arriver. D'accord. Sa baguette de chef d'orchestre. Moi, j'ai rien au fil. Est-ce que tu viens tout à l'heure? C'est pas le vrai. Ça va aller tout à l'heure. Et il coupe, après il coupe. Non, c'est pas le vrai. D'accord, c'est pas le vrai. Mais moi je me comporte normalement. Oui, voilà, bien raison, Jean-Claude. Moi je reste normal. Il vient. Mais sinon j'aurais le trac. Je t'assure, j'aurais le Il a trac. dit oui, bien. Non, mais... Ça a été glacé dans quoi? Dans un moule, Ouais, mais ça en a aperçu Virginie. dans un verre ou dans quelque chose comme ça. D'accord, tu penses ça? Bah, je pense ça. Moi aussi. C'est l'impression que ça donne, si tu veux. Dans un récipient, tout au moins, qui était. Non, mais là on va était boire le rond. café, on est. Oui. Alors bonjour Jean-Claude Pantel. Tout d'abord, je te remercie de m'avoir accueilli ici à Marseille. Oui, mais c'était plus facile pour moi dans la mesure, si tu veux, où on était dans le contexte de ce dont on allait parler, à savoir le voyageur de l'orage, notamment, qui est un petit peu tout ce qu'a pu m'apporter l'histoire que tu connais par Jimmy Lieu. Bien sûr, puisque d'ailleurs ça date de 26 ans plus tard, hein, finalement, quelque part, c'est ça. Donc dans cette continuité, finalement, Jean-Claude, c'est vrai, donc on se tutoie parce qu'on a eu l'occasion de se parler déjà au téléphone, c'est vrai. Et donc ici, donc nous irons un petit peu plus tard d'ailleurs en studio, où tu vas nous expliquer, je dirais, un peu plus en amont, je dirais, tous ces travaux finalement accomplis en presque, d'ailleurs c'était avant 30 ans, même 26 ans, puisque ça a démarré, je crois, en 67, hein, c'est cette histoire, hein, Jean-Claude, c'est ça? Cette histoire, elle a 51 ans, à ma connaissance, mais enfin, elle a mon âge en réalité, puisque c'est depuis ma naissance que ces entités, on appelle ça comme ça, ces êtres, me suivent et m'éduquent, en quelque sorte. Donc ils m'ont apporté leur savoir, et moi ce savoir, je le transmets par rapport à des chansons notamment, voilà. Il y a eu des livres, il y a des écrits, en ce moment j'écris encore, c'est la suite, je disais, du voyageur de l'orage, mais ce sont les thèmes qui ont été abordés par les messages pendant des décennies, puisque de 67, on va dire, à 73, c'était surtout des phénomènes d'ordre physique que tu as certainement vu. Enfin, oui, on parle maintenant, alors, est-ce que des phénomènes, on pourrait dire, tu appelles ça des phénomènes de poltergeist, de hantise, ou qu'est-ce que c'est finalement quelque part? Au départ, si tu regardes bien l'histoire, telle qu'elle s'est passée, tel que Jimmy, il l'agence dans son film Les Portes du Futur, et au départ il présente ça comme, dans l'ordre chronologique, comme ça s'est passé évidemment, on recevait des objets, donc à partir de là, en recevant des objets, on a cherché à savoir qui lançait les objets, puisque même s'ils ne nous blessaient pas, on avait quand même on avait peur, ça se passait comme ça, mais tu ne racontes pas l'histoire, parce que tu la connais. Et les gens qui écouteront ça, ils auront certainement vu le film de Jimmy. Mais par la suite, j'ai dit à Jimmy, parce que je voulais protéger un petit peu ceux qui m'entouraient de ces êtres, pas ceux qui sont venus par la suite, hein, qui m'ont parlé quand je ne voyais pas, mais ce qu'on appelle les semi-géométrisés, qui eux me suivaient, on va dire, depuis 67, certainement avant, mais ça je ne savais pas. Donc, pour le protéger, c'est ça que Jimmy faisait des conférences de presse, des conférences de presse et des conférences de cours d'ailleurs, je n'y avais pas parlé de ça. Donc, il me considérait au départ comme un canal, un catalyseur de phénomènes paranormaux. Et jusqu'au jour où j'ai un ami qui m'a dit: tu devrais lui dire la vérité quand même, lui dire que tu as eu des contacts, que tu as vu des gens. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, bon, ça a pris une autre ampleur, on va dire. Et donc, on va dire entre 67, comme je te disais, et 73, il n'y a pas eu de message.
Il y a eu des rencontres, il y a eu des phrases importantes, il y a eu des préceptes qui ont été donnés. Par exemple, il y en avait un qui disait la société de consommation sera la consommation de la société. Pour moi, je l'ai gardée, cette phrase. Elle est d'actualité. Et voilà, après, c'était des messages entre 73 et aujourd'hui, quoi. Ça fait qu'il y a 45 ans de messages, on va dire, 73, 2018. Mais quelles étaient donc ces entités, ou semi-géométrisées, placées sous le sigle de l'organisation magnifique? De toutes mes enquêtes de terrain, de toutes mes investigations, le cas de Jean-Claude Pantel était pour moi le plus troublant, voire véritablement le plus énigmatique. Mais j'étais encore loin de m'imaginer, à ce stade de mon enquête, ce que j'allais encore y découvrir. Alerte rouge. Les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici l'on tue, on se déchire. La terre est un étrange navire. On nous ment, on nous plonge dans des abîmes de mensonges. Guerre média crache ton ombre pour mieux nous aveugler. Crache, crache, tu devras un jour cracher la vérité. Il y a ceux que l'on soupçonne, il y a ceux que l'on bâillonne. Ils racontent des histoires d'ovnis, et on rit. Connaissez-vous la dernière? En Arkansas, en Australie, il y aurait sous la terre des petits gris, des extraterrestre, c'est comique. Ça fait passer un moment entre le foot et le Liban. Merci à vous, chers militaires, Majesté 12 et CIA. Destin ouest, on vend la terre à des rats. Ils sont là, les yeux froids, visiteurs, prédateurs. On dit qu'ils tuent, qu'ils nous mutilent, qu'en génétique ils sont habiles, que nos frères de l'espace viennent briser la menace, que le voile se déchire, donnons raison à John Lee. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Dans le ciel des cathédrales et de grands chariots de feu, au-dessus des capitales, vous n'en croirez pas vos yeux. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Il est temps